La gravitation, une attraction à laquelle rien ni personne ne peut échapper. Cette force mystérieuse nous enveloppe et nous imprègne. Elle gouverne non seulement notre vie sur Terre, mais maintient également l'univers ensemble. La gravitation est la clé de la compréhension du cosmos. La gravitation. A priori, tout le monde pense savoir ce que c'est. Il y a deux objets qui s'attirent mutuellement. C'est simple, c'est ça la gravitation. Mais quand on veut aller plus loin, on découvre que c'est plus complexe que ça. Prenons la pesanteur dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. C'est une sensation merveilleuse. On flotte dans son sac de couchage et les aliments volent lentement jusqu'à notre bouche. Quand on ferme les yeux, on a immédiatement l'impression qu'il n'y a plus de haut et de bas, parce qu'il n'y a aucune force qui agit sur notre organe de l'équilibre. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus les effets de l'attraction terrestre? Non, elle est toujours présente, mais il doit y avoir une sorte de force opposée qui l'annule. Mais je vous en reparlerai plus tard. Bizarrement, on peut aussi ressentir l'apesanteur sur Terre, au cours d'un vol parabolique, par exemple. Plus précisément, un vol parabolique à bord d'un avion de ligne modifié. L'appareil suit ce qu'on appelle une trajectoire balistique, une parabole. Après un vol en palier, le pilote cabre l'appareil. Au cours de l'ascension, il coupe les gaz. Pendant le vol plané qui s'ensuit, les passagers sont allégés à 0 G pendant une vingtaine de secondes. C'est l'état d'apesanteur. Il faut d'abord comprendre ce qu'est l'apesanteur. Il y a une idée largement répandue, elle serait synonyme d'absence de gravitation. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On est en apesanteur quand on est en chute libre. À chaque fois que je saute de quelque chose, je suis en chute libre. Pendant un court instant, je suis en apesanteur. C'est le principe du vol parabolique. L'avion et les passagers sont tous en chute libre, comme une pierre que l'on jette. Le pilote entame la trajectoire parabolique à environ 6000 mètres d'altitude. Il coupe ensuite les gaz. L'avion poursuit son ascension sans accélérer et à partir de cet instant, jusqu'à ce qu'il revienne à l'horizontale, il est en apesanteur pendant environ 20 secondes. Ces vols sont organisés pour mener des expériences scientifiques, mais aussi pour préparer les astronautes à leur future mission. Et il arrive que des invités soient accueillis à bord pour vivre l'expérience du 0 G. Ces missions sont confiées à des pilotes d'essai expérimentés. Pendant l'ascension et jusqu'à ce que les gaz soient coupés, les passagers sont soumis à 2 reprises à une accélération de 2 G provoquée par la gravitation. Une fois les gaz coupés, la phase d'apesanteur commence, 0 G. L'avion grimpe jusqu'à ce que l'attraction terrestre prenne le dessus et provoque sa chute. Les pilotes entament alors le retour vers une trajectoire horizontale. Après une chute libre d'environ 2500 mètres, ils rétablissent l'appareil. Pendant cette manœuvre, ils sont à nouveau soumis à 2 reprises à l'attraction terrestre. Au cours d'une mission, le pilote renouvelle plusieurs fois ces différentes manœuvres. Durant la phase parabolique, l'équipe dispose d'une vingtaine de secondes de microgravité pour mener des expériences. Si cela devait durer plus longtemps, l'appareil s'approcherait dangereusement du sol. L'apesanteur qu'on peut ressentir sur Terre est toujours de très courte durée, parce qu'on retombe systématiquement sur la terre ferme. C'est le désavantage. Mais en principe, on peut faire l'expérience de l'apesanteur de différentes manières sur notre planète. Toutefois, si on veut qu'elle dure plus longtemps, il faut aller à bord de la Station spatiale internationale. En mai 2020, le lanceur Falcon 9 décolle en direction de la Station spatiale internationale.
C'est le premier vol habité effectué par SpaceX, l'entreprise aérospatiale privée américaine. Le véhicule spatial transporte vers l'ISS Robert Behnken et Douglas Hurley, 2 astronautes américains. La station est en activité depuis 1998. Il s'agit d'un laboratoire de recherche ultramoderne, évoluant dans des conditions d'apesanteur et en orbite permanente autour de la Terre. Elle est plus précisément en chute libre autour de la Terre. Être en apesanteur signifie être en chute libre. Et là, vous devez vous dire que les spationautes qui sont à bord de la station spatiale ne sont pas en train de tomber. Eh bien si, c'est le cas. L'ISS chute continuellement vers la Terre. Mais sa vitesse horizontale est telle qu'elle la dépasse à chaque fois. Voilà pourquoi ils sont constamment en chute libre et donc en état d'apesanteur. La Station spatiale internationale est le seul endroit où les scientifiques peuvent mener des recherches à long terme sans être soumis à l'influence de la gravitation. Les êtres humains sont adaptés à la gravité terrestre. L'ISS est donc aussi utilisé pour étudier les effets de la microgravité sur notre corps. Les chercheurs veulent explorer le système solaire et voyager vers des destinations lointaines. C'est notamment le cas de Mars, qui attise l'imagination des scientifiques. Mais lors d'un voyage aller-retour vers Mars, les explorateurs seront soumis à l'absence de gravité pendant de nombreux mois. Une mission habitée vers cette planète voisine de la nôtre durerait entre 2 et 3 ans. Une étude de la NASA a montré les effets qu'une mission aussi longue pourrait avoir sur le corps humain. Les astronautes Scott et Mark Kelly sont de vrais jumeaux. L'un des deux a passé une année en orbite autour de la Terre. À son retour, une comparaison entre les frères a montré qu'une durée prolongée en apesanteur provoque une atrophie des os et des muscles et endommage le système cardiovasculaire. Elle affecte également le système immunitaire et la vue. De plus, les longs séjours dans l'espace modifient et endommagent le cerveau, ainsi que le matériel génétique des astronautes. À cela s'ajoute l'exposition au rayonnement. La station spatiale en orbite autour de la Terre montre à quel point la gravité terrestre est importante pour le corps humain. Quel peut être le rapport entre une pomme et la gravité? Comme tout le monde le sait, c'est là que Newton entre en jeu. Mais commençons par le début. Voilà la Terre, et là, c'est l'ISS qui est attiré par la gravité terrestre. Mais elle ne tombe pas sur Terre. Pourquoi? Il doit y avoir une force opposée qui annule cette attraction. C'est la fameuse force d'inertie. Chaque objet soumis à l'action de la gravité, y compris la pomme, accumule de l'inertie. C'est ce qu'on appelle la force d'inertie. Et quand je la place en orbite, cette force la pousse vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Maintenant, on comprend mieux ce qui se passe avec l'ISS. Elle orbite autour de la Terre et est soumise à sa gravité. Mais pendant qu'elle tourne autour de la Terre, la force centrifuge contrebalance la force d'attraction. Que s'est-il passé quand Newton était au pied de l'arbre? Il a vu cette pomme. Elle est tombée, et là, il a remarqué qu'elle allait plus vite. Il s'est dit « Oh, une accélération !» Mais une force opposée, la force d'inertie, contrebalance la force de la gravité. Il l'a noté, et c'est devenu sa fameuse loi de la gravitation. Mais la question demeure, qu'est-ce que la gravitation? C'est une question à laquelle Newton a répondu. Isaac Newton aurait découvert sa loi universelle de la gravitation en voyant une pomme tomber. Il a pensé qu'une force d'attraction naturelle devait s'exercer entre la pomme et la Terre. Il a également compris que cette même force gouvernait le mouvement des grands objets dans l'espace. Les corps célestes interagissent entre eux grâce à une force mystérieuse qui agit à distance. Plus la masse d'un objet est élevée, plus sa force d'attraction est grande. C'est la naissance d'une idée révolutionnaire. Au début du XVIIe siècle, Johannes Kepler, mathématicien et astronome, a déjà décrit les orbites des planètes autour du Soleil. En 1686, Newton révèle la force qui maintient ces planètes sur leur orbite dans sa loi universelle de la gravitation. Elle permet aussi de calculer les orbites elliptiques décrites par Kepler.
Ça a été l'une des idées les plus brillantes de tous les temps. La force qui provoque la chute de la pomme sur Terre est la même qui maintient la Lune en orbite. Une idée comme celle-là semble a priori complètement farfelue. Vous ne trouvez pas? D'une certaine manière, la Lune chute en permanence en direction de la Terre. Mais elle ne l'atteint jamais. Elle tombe à côté d'elle et se comporte comme un satellite. Voilà l'idée de Newton. Il a même dessiné un croquis qu'on peut voir dans la première édition des Principes mathématiques. Mais d'où vient précisément la gravité terrestre? Elle est due en grande partie au noyau interne de notre planète. Plus on s'en approche, plus la température et la pression augmentent. Au centre de la Terre, la pression est tellement élevée que le noyau est solide, malgré une température de plus de 5000 degrés. C'est là que la masse est la plus concentrée. Ce noyau interne relativement compact représente un tiers de la masse du globe, qui est évalué à près de 6000 trillions de tonnes. Le noyau terrestre est composé de nickel et de fer. Il est extrêmement dense, beaucoup plus que la roche à la surface de la planète. Voilà pourquoi le noyau tient une place aussi importante dans la gravité terrestre. Mais surtout, la Terre possède une masse suffisamment importante pour retenir une atmosphère. C'est la gravité de notre planète qui l'empêche de s'évaporer dans l'espace. Cette particularité a été cruciale à l'apparition, l'évolution et la préservation de la vie telle que nous la connaissons. L'attraction gravitationnelle de la Terre oblige les scientifiques à se rendre dans l'espace pour pouvoir mener des expériences en apesanteur. Toutefois, grâce à une astuce, c'est aussi possible sans aller dans l'espace. Il est possible de simuler l'apesanteur simplement en laissant tomber des objets. Mais il faut rallonger la durée de la chute libre. Et comment procède-t-on? En construisant une grande tour d'où on fera tomber l'objet depuis son sommet. On peut même le lancer dans les airs et attendre qu'il retombe. C'est un moyen d'augmenter un peu plus la durée d'apesanteur. On dispose alors de quelques secondes pour mener ce type d'expérience sur notre planète. C'est ce qui est entrepris dans la tour de chute libre du Zarm, située à Brême en Allemagne. Elle a été spécialement construite pour mener ce type d'expérience. Il est difficile d'accéder au laboratoire de recherche dans l'espace. Pour s'y rendre, le coût est très élevé et ça prend énormément de temps. La solution était donc de créer ce type d'installation pour recréer des conditions d'apesanteur sur Terre, même si la durée est relativement courte. Voici le ZARM, le Centre de technologie spatiale appliquée et de microgravité. Ici, le principe de la chute de la pomme fournit aux scientifiques 4 secondes 74 d'apesanteur. Dans cette immense tour, on mène des expériences en libérant la capsule de chute. C'est un laboratoire complet, semblable à ceux qui existent au sol. Pendant sa chute libre, elle est en état d'apesanteur. On installe la capsule dans la tour, on la hisse jusqu'au sommet, et on vide entièrement l'air présent dans le tube pour que rien ne puisse ralentir sa chute. Pour terminer, on laisse la capsule, le laboratoire, tomber du sommet. La longueur de chute dans cette tour est de 110 mètres et l'expérience ne dépasse pas 4 secondes 74. Le comportement des liquides dans les conditions d'apesanteur est un sujet de recherche important dans ce bâtiment. Arrivée en bas, la capsule plonge dans une chambre de décélération remplie de billes en polystyrène. La tour de chute libre de Brême est unique en Europe. Chaque jour, les scientifiques y réalisent des expériences en apesanteur. Voilà la capsule de chute, qui est ici presque trop longue pour entrer dans la chambre de décélération. Il faut la séparer en 2 parties pour pouvoir la faire entrer. Il la prépare pour l'expérience suivante. Pendant la durée de la chute libre, on s'intéressera à l'auto-inflammation de 2 gouttelettes de carburant en état d'apesanteur. Cette capsule renferme un laboratoire entièrement équipé avec des lasers, des caméras et des instruments de mesure de pointe. Pour finir, ils installent le capot à l'extrémité inférieure du cylindre en métal. Il est destiné à réduire l'impulsion d'impact quand le laboratoire plonge dans la chambre de décélération à la vitesse de 168 km/h. La capsule préparée est ensuite hissée à l'aide d'un treuil jusqu'au sommet du tube de chute.
Il faut suspendre la capsule au sommet avant de la relâcher. Au début, elle descend très lentement. La résistance de l'air n'est donc pas très importante. Mais à mesure qu'elle accélère, la résistance de l'air augmenterait et elle la ralentirait. On n'aurait donc pas de microgravité, pas d'apesanteur, si on ne vidait pas le conduit de son air. Évacuer l'air signifie faire le vide dans la tour de chute libre. Pour cela, il la scelle hermétiquement, puis 18 pompes ultra performantes aspirent tout l'air qu'elle contient. Cette opération dure environ 1h30. Une fois achevé, le tube de chute est presque exempt d'air et sa pression atmosphérique n'est plus qu'un 10 millième de la pression normale. L'avantage d'une telle installation sur Terre est l'excellente qualité de l'apesanteur, la plus optimale qu'on puisse recréer en fait. C'est encore mieux que ce qu'on retrouve dans l'espace. Et on a toujours la possibilité de recommencer l'expérience le lendemain. Dans l'espace, il faudrait attendre une dizaine d'années pour espérer pouvoir en faire autant. Dans la salle de contrôle, ces hommes surveillent la procédure d'évacuation. Toute l'installation et les expériences sont contrôlées depuis cette pièce. En ce moment, on est en train d'évacuer la tour, ce qui signifie qu'on pompe tout l'air emmagasiné à l'intérieur. Bien sûr, l'installation est très solide. Elle contient un long tube en acier et elle est renforcée à l'extérieur par des anneaux pour l'empêcher d'imploser. Si je prends un sachet et que j'aspire l'air, il va se comprimer. Mais ça n'arrive pas ici, parce que la tour est renfoncée et elle a été conçue dans un but précis. À Brême, les chercheurs du monde entier réalisent jusqu'à 800 expériences par an. Quand tout est prêt, le chercheur décide le moment du largage. On lui donne une échéance, mais c'est lui qui décide. Les scientifiques dirigent à présent l'expérience. Le dernier câble de retenue de la capsule est libéré. Demande autorisation. La capsule est larguée, dans le plus grand silence. Il n'y a rien de spectaculaire. Lâchez-la. Le crochet qui la retenait est désengagé. C'est la chute. Dans un peu plus de 4 secondes, il atterrira dans la chambre de décélération. Les scientifiques effectuent juste après une première évaluation. Ensuite, le tube est à nouveau mis sous pression. Cela permettra de sortir le laboratoire de la chambre de décélération et de procéder au nettoyage. Le principal avantage de cette tour, c'est qu'une expérience réalisée le matin peut être répétée l'après-midi. La durée de la chute libre peut aller jusqu'à 9 secondes 30. Dans ce cas, la capsule n'est pas larguée, mais lancée par une catapulte située dans les fondations de la tour. Cette technique double la distance parcourue par la capsule et donc la durée de la chute libre. Au moment où la capsule est lancée par la catapulte, elle n'est soumise à aucune poussée. Il n'y a que la gravité. La capsule en état d'apesanteur monte, ralentit, change de direction et redescend par le même chemin. Si on était à l'intérieur, on ne se rendrait pas compte qu'elle ralentit, qu'elle s'arrête un instant et qu'elle redescend. La catapulte permet de doubler le temps d'expérimentation qui passe de 4 secondes et demie à 9 secondes 30. Grâce à cette chute libre sans frottement, les scientifiques du ZARM réussissent à supprimer les effets de la gravité terrestre pendant un court instant. La tour de Brême permet de simuler l'apesanteur sur Terre. Et cela plusieurs fois par jour. Nous sommes constamment soumis à la gravité. Mais n'importe qui peut lui échapper pendant un bref instant. On peut expérimenter l'apesanteur sur Terre, mais seulement pendant une très courte durée. Prenez une balançoire, par exemple. Elle monte et atteint une certaine hauteur. Elle s'arrête, puis elle redescend. Au moment où elle ralentit, la force d'inertie est dirigée vers le haut et elle contrebalance l'attraction gravitationnelle dirigée vers le bas.
C'est la même chose avec le trampoliniste qu'on voit ici. À partir du moment où il s'élève, il ralentit. La force d'inertie est dirigée vers le haut et l'attraction gravitationnelle vers le bas. Il est vraiment en apesanteur, même si ça ne dure que quelques secondes. Même si la gravité fait partie de notre vie quotidienne, elle n'en est pas moins déroutante. La loi universelle de la gravitation de Newton a bouleversé la physique. Elle n'explique pas seulement les mouvements sous l'influence de la gravité terrestre, mais aussi celui des étoiles, des planètes et des galaxies. En 1915, Albert Einstein présente sa toute nouvelle conception de l'univers. Dans sa théorie de la relativité générale, il décrit l'attraction gravitationnelle non pas comme une force, mais comme une propriété de la géométrie de l'espace-temps. Pour lui, la gravitation, c'est de la géométrie. Les objets ne s'attirent pas parce que quelque chose chute. Ils s'attirent parce que l'espace-temps possède une géométrie particulière. Comme on ne pense qu'en 3 dimensions, c'est difficile à imaginer. Pour y parvenir, il faut ajouter une autre dimension. Les êtres humains ne le peuvent pas. On n'y arrive que de manière théorique. Mais ça signifie que si on connaît quelle quantité de matière l'univers contient, on pourra déterminer la géométrie de l'espace-temps, du cosmos. La théorie de la relativité générale d'Einstein et sa nouvelle manière de concevoir l'univers ont permis aux physiciens de découvrir toute une série de phénomènes et de modèles étonnants. Nous devons notre vie numérique d'aujourd'hui au génie du physicien. Einstein a d'abord élaboré la théorie de la relativité restreinte. Elle décrit le dynamisme d'objets qui se déplacent à une vitesse constante et qui ne subissent donc pas d'accélération. Il n'en était pas entièrement satisfait, alors il a étudié ce qui se passait dans d'autres cas de figure. La théorie de la relativité générale prend en compte des référentiels et des accélérations. Et il a découvert qu'on pouvait expliquer la gravitation en utilisant cette théorie de la relativité générale. Par exemple, les horloges des satellites GPS doivent être corrigées pour tenir compte de cet effet relativiste. En d'autres termes, si Einstein n'avait pas élaboré sa théorie, le système de positionnement par satellite ne fonctionnerait pas, et on se perdrait tout le temps. Même au XXIe siècle, alors que les scientifiques ont beaucoup appris sur la gravitation, ils savent qu'ils sont encore loin de tout pouvoir expliquer. Mais la contribution d'Einstein a constitué un immense bond en avant. Aujourd'hui, on sait ce qu'est la gravitation. Un champ de force qu'un objet, une masse, génère autour de lui-même. Et le plus génial, c'est qu'Einstein nous a expliqué ce qu'est ce champ de force. D'après lui, c'est la distorsion ou la courbure de l'espace autour d'un objet. Prenons mon corps. La déformation de l'espace proche de moi est bien plus importante qu'elle ne l'est plus loin. Et la même chose s'applique dans les 3 dimensions spatiales. Un autre objet crée sa propre distorsion et ces 2 distorsions s'influencent. Voilà ce qu'est la force gravitationnelle. Sachant que c'est difficile à visualiser, on utilise une analogie. Au lieu de l'espace tridimensionnel, on utilise une surface bidimensionnelle. La profondeur de cet entonnoir montre l'importance de la courbure. Ici, l'espace est plus courbé qu'à l'extérieur. Et si on accepte cette analogie, on comprend pourquoi les planètes, par exemple, décrivent des orbites elliptiques en gravitant autour d'un autre corps massif. Voici une planète qui gravite autour du Soleil. Le Soleil se trouve ici. On constate immédiatement que sa trajectoire forme une ellipse. On comprend que l'espace courbe est à l'origine des orbites elliptiques. Pour résumer, la gravitation n'est rien d'autre que la manifestation d'un espace courbé. La puissance imaginative d'Einstein a révolutionné notre perception de l'univers. Depuis, l'astronomie moderne est fortement influencée par sa théorie.
Elle est la seule à pouvoir expliquer de nombreux processus astrophysiques de manière satisfaisante. Un exemple parmi d'autres est l'effondrement gravitationnel des étoiles vers la fin de leur vie. En s'effondrant sur elles-mêmes, elles vont former un objet compact comme une étoile à neutrons ou un trou noir. Quand le cœur d'une étoile s'effondre, c'est-à-dire quand les forces externes deviennent tellement puissantes que les atomes et les nucléons ne parviennent plus à les repousser, les couches externes se contractent de plus en plus. Au bout d'un certain temps, les électrons qui tournent autour des atomes fusionnent avec les protons. On se retrouve alors avec une étoile à neutrons. En fait, un énorme noyau atomique qui n'est maintenu que par la gravité. Ces étoiles à neutrons possèdent des champs magnétiques phénoménaux et émettent des signaux qu'on peut détecter. Si la masse de l'étoile et donc sa force gravitationnelle sont encore plus élevées, elle peut se transformer en trou noir. Einstein a également fait des prédictions surprenantes. Par exemple, il a avancé que la gravitation pourrait courber la lumière. Cela se vérifie avec le phénomène de lentille gravitationnelle. Comme avec une lentille en verre, la lumière d'un objet lointain est courbée par un objet situé entre l'observateur et lui. Mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la force gravitationnelle. Nous savons que les objets s'attirent mutuellement. La puissance de cette attraction dépend de leur masse et de la distance qui les sépare. Si un corps est nettement plus massif que l'autre, sa force d'attraction sera également bien plus élevée. On a facilement pu observer cet effet quand la petite comète Shoemaker-Levy a été capturée par Jupiter après s'en être trop approchée. Les forces de marée générées par la masse de cette planète ont disloqué la comète. Ces débris sont finalement tombés sur la géante gazeuse en 1994. Les grandes masses attirent les petites. Les planètes capturent les objets célestes de taille réduite. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi Jupiter compte autant de lunes. La plupart d'entre elles ne sont pas formées dans son voisinage. En réalité, en se retrouvant trop proches de cette planète, elles ont été capturées par son champ gravitationnel. Saturne, la seconde géante de notre système planétaire, illustre encore mieux cet effet de la gravitation. Ces anneaux sont constitués d'un nombre incalculable d'objets liés gravitationnellement à elle. À grande échelle, la gravitation est la force dominante de l'univers. Et c'est finalement elle qui causera sa perte. Notre expérience quotidienne nous enseigne que le frottement est omniprésent, y compris dans l'espace. Mais le frottement implique une perte d'énergie cinétique, et quand les objets ralentissent, leur force d'inertie et donc leur force centrifuge est plus faible. Par conséquent, les forces qui s'opposent à la gravitation diminuent constamment. En d'autres termes, sur une longue durée, c'est-à-dire des milliards d'années, la gravité surpassera tout. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'univers? Il n'y aura plus de galaxies. Tous les systèmes planétaires seront tombés dans les trous noirs qui se trouvent au centre de chaque galaxie. Il ne restera ensuite plus que des trous noirs isolés. Voilà la triste fin de notre monde. Mais la gravité est aussi utilisée pour voyager dans l'espace. En effet, le champ gravitationnel des planètes est très pratique et idéal pour effectuer des manœuvres de survol. Des voyages spatiaux utilisant la gravité au lieu du carburant. Il est très complexe de calculer la trajectoire d'un engin spatial ou d'une sonde dans notre système planétaire, car elle subit l'influence de chaque masse présente sur son chemin. Mais c'est exactement ce qu'on cherche pour effectuer de lointains voyages dans l'espace. Si par exemple, vous voulez envoyer une sonde dans le système solaire externe, vous ne l'enverrez pas directement vers Pluton ou ailleurs. Vous allez profiter de l'attraction gravitationnelle de Jupiter sur cette sonde pour exploiter, si on peut dire ça comme ça, l'énergie de cette planète afin de faire accélérer l'engin. Les planificateurs des missions utilisent le survol des corps célestes pour accélérer, ralentir et même modifier la trajectoire des engins spatiaux.
Les sondes Voyager 1 et 2 ont parcouru des distances immenses grâce à cette technique. Elles sont devenues les premiers objets artificiels à quitter notre système solaire et à s'aventurer dans les confins de l'univers. On calcule la trajectoire à l'aide de l'informatique. On n'a besoin de rien d'autre que la loi de la gravitation de Newton et un ordinateur puissant. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, va lancer la mission JUICE à destination de Jupiter. Elle exploitera aussi les principes de la mécanique céleste. La sonde mise au point par le Centre allemand pour l'astronautique, ou DLR, étudiera Jupiter et plus particulièrement ses lunes. JUICE effectuera un long voyage et tiendra une place importante dans la recherche de vie extraterrestre au sein du système solaire. Cette sonde mettra 7 ans pour atteindre le système jovien et se placer dans son orbite. Elle survolera Europe, Callisto et Ganymède. Elle utilisera le champ gravitationnel de ces lunes pour corriger ses trajectoires et collectera des données. La sonde exploitera l'assistance gravitationnelle pour effectuer ce long voyage vers Jupiter. En frôlant plusieurs fois la Terre, elle gagnera la vitesse nécessaire pour rejoindre la géante gazeuse et se placer dans son orbite. Après 3 années en orbite autour de cette planète, JUICE s'en éloignera pour rejoindre Ganymède, sa destination finale. La sonde se placera en orbite polaire autour de cette lune jovienne. Elle l'étudiera depuis une altitude d'environ 500 km. Une partie de sa mission consistera à déterminer s'il existe un océan d'eau liquide sous la croûte de glace de Ganymède. C'est un prérequis à la présence éventuelle d'une forme de vie. Progressivement, elle décrira une orbite de plus en plus basse, jusqu'à ce qu'elle s'écrase à la surface de Ganymède. La gravitation n'est que l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Il y a aussi les forces fortes et faibles et l'électromagnétique ou électrostatique. Les forces fortes et faibles n'agissent qu'à des distances microscopiques. On peut donc les négliger à l'échelle cosmologique. La force électrostatique a pour propriété d'être à la fois attractive et répulsive. Ça signifie que lorsqu'on est en présence d'une quantité de matière colossale, ces forces s'annulent. En ce qui concerne la gravitation, c'est très différent. Les masses s'attirent toujours, et s'il y a d'immenses quantités de matière, la force gravitationnelle est d'autant plus forte. Ma petite masse ne peut pas générer beaucoup de force gravitationnelle, mais la Terre sous mes pieds en génère une très puissante. Voilà pourquoi, à petite échelle, les forces électrostatiques et gravitationnelles sont faibles. Mais l'inverse est vrai à l'échelle cosmologique, où la gravité devient la force dominante. On a vu un peu plus tôt que l'espace est comme un tissu que les masses déforment. Et ces déformations peuvent aussi générer des vibrations. Il devrait donc y avoir des ondes, et effectivement il y en a. Et quand on sait que déformation est synonyme de gravitation, on devrait aussi trouver des ondes gravitationnelles. Cela ouvre un tout nouveau champ d'études. C'est la recherche sur les ondes gravitationnelles. États-Unis, 14 septembre 2015. 2 détecteurs enregistrent simultanément un signal très particulier, la toute première preuve de l'existence des ondes gravitationnelles. Pour les scientifiques, cet événement ouvre une nouvelle fenêtre sur le cosmos. C'est la preuve que le tissu de l'espace-temps n'est pas statique, mais qu'il peut être modifié. Ces ondes gravitationnelles ont parcouru 1,3 milliard d'années-lumière avant d'atteindre la Terre. Ce sont des ondulations de l'espace-temps déclenchées par un cataclysme cosmique. Le 14 septembre 2015, il venait d'achever les travaux pour améliorer la sensibilité de ces détecteurs.
À proprement parler, c'étaient les derniers scientifiques à travailler sur cette installation. Ils l'avaient placée en mode d'opération scientifique et presque tous les bruits avaient été éliminés. Ils étaient rentrés chez eux depuis 3/4 d'heure quand les détecteurs ont repéré un signal. Et ils ne laissaient planer aucun doute. 2 trous noirs, l'un de 29 et l'autre de 36 masses solaires, sont entrés en collision. C'est ce phénomène, l'un des plus violents de l'univers, qui a engendré le signal détecté. Pourtant, dans un premier temps, les gens étaient plutôt sceptiques, parce que ça faisait très longtemps qu'on essayait d'en capter un. On avait attendu ce jour avec énormément d'impatience. Et on avait consacré une grande partie de notre vie à l'amélioration des détecteurs, avec l'espoir d'enregistrer enfin des ondes gravitationnelles. Alors, quand ça s'est finalement produit, et qu'on a vu que ça ressemblait aux simulations qui avaient été faites et à ce qu'on avait imaginé jusqu'à ce jour-là, c'était complètement normal d'être incrédule au départ. Est-ce bien réel? Une fois encore, Einstein ne s'était pas trompé. En 1915, il a présenté sa théorie de la relativité générale à l'Académie royale des sciences de Prusse, où il a aussi évoqué l'existence des ondes gravitationnelles. L'existence des ondes gravitationnelles est la dernière des prédictions avancées par la théorie de la relativité générale qu'il restait à vérifier. Au fil du temps, beaucoup d'autres éléments avaient été démontrés avec une grande précision. Mais ces ondes restaient insaisissables. Le fait que nous ayons réussi à les détecter est une nouvelle confirmation de la validité de sa théorie de la relativité générale. Ces ondes ont été mesurées aux États-Unis par les détecteurs LIGO. L'idée des détecteurs gravitationnels comme le LIGO date des années 60. Ils mesurent le changement de longueur de 2 faisceaux laser. Dans un détecteur LIGO, les rayons laser traversent 2 tubes sous vide de 4 km, positionnés perpendiculairement. À l'extrémité de chaque tube, le faisceau est réfléchi par un miroir dans la direction opposée. D'un point de vue physique, le principe utilisé pour détecter les ondes gravitationnelles est relativement simple. Il y a 2 longs bras. On envoie un faisceau laser dans ce bras, et si la longueur de ce bras change, la figure d'interférence change. La figure d'interférence est très sensible au changement de longueur. On parle ici de changement de longueur vraiment infime, de l'ordre du milliardième de la taille d'un atome. C'est ce qui rend l'observation si difficile. De plus, il faut éliminer tous les signaux parasites, et c'était vraiment le principal défi. Le détecteur LIGO a été construit au milieu des années 90, mais il a fallu attendre sa version améliorée pour obtenir ce résultat. Le LIGO a hérité de la technologie du GEO 600, le détecteur d'ondes gravitationnelles de l'Institut Max Planck situé à Hanovre. Le GEO 600 présente la même architecture que le LIGO, mais en taille réduite. Notre objectif, avec le GEO 600, était d'atteindre une sensibilité semblable à celle des autres détecteurs. Il possède des bras de 600 mètres, alors que ceux du LIGO atteignent 4 km. Pour que lui aussi soit capable de détecter des ondes gravitationnelles, il fallait un niveau de sensibilité plus élevé. Mais il était impossible de reprendre la technologie utilisée par le LIGO. À cause de cette contrainte, on a dû tester et développer de toutes nouvelles technologies pour concevoir ce détecteur. Une grande partie des technologies du GEO 600 qui ont été mises au point ici ont ensuite été incorporées dans la seconde génération du LIGO. En 2017, la détection d'ondes gravitationnelles a valu le prix Nobel à 3 physiciens américains. Ils représentent les milliers de scientifiques qui ont travaillé sur ce projet et contribué à son succès.
Dans le domaine de la recherche sur les ondes gravitationnelles, je trouve que l'atmosphère est bonne. La concurrence entre les différents instituts est saine. Bien sûr, tout le monde veut être le meilleur et le premier, surtout quand il s'agit d'une entreprise aussi complexe et difficile. D'un autre côté, on a tous conscience qu'on ne peut pas réussir seul. La première preuve directe de l'existence des ondes gravitationnelles est un tournant dans l'étude du cosmos. Jusqu'alors, les scientifiques devaient compter sur les ondes électromagnétiques, comme la lumière ou les rayons X, pour mener leurs observations. Grâce aux observatoires d'ondes gravitationnelles, ils disposent à présent d'un tout nouvel outil. Pour Einstein, c'était clair comme le jour. L'univers est constitué d'un tissu qui peut onduler. Et juste après avoir publié sa théorie de la relativité générale, il a prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Mais ces ondulations sont infimes, de l'ordre du diamètre d'un atome. Voilà pourquoi il faut un environnement sans aucune perturbation pour mesurer ces ondulations. Et où trouver de telles conditions? Dans l'espace, bien sûr. C'est pour ça que l'avenir de la recherche sur les ondes gravitationnelles se trouve là-haut. C'est ce qui conduit l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à mettre sur pied un nouveau projet baptisé LISA, qui mesurera ces ondes depuis l'espace. Il n'y a pas de perturbations dans l'espace, comme les vibrations ou les problèmes thermiques qu'on rencontre sur Terre. Cela devrait considérablement augmenter la précision des mesures. En tant que démonstrateur pour un observatoire spatial européen des ondes gravitationnelles, la mission LISA Pathfinder de l'ESA est lancée en décembre 2015. Son objectif est de valider les technologies et les méthodes de détection. La sonde a été positionnée à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange L1. Il s'agit d'un point d'équilibre entre la Terre et le Soleil. Là, les engins spatiaux restent pratiquement immobiles. La sonde embarque le LISA Technology Package, ou LTP. Il est constitué de 2 masses d'épreuves libres. Entre elles, un interféromètre laser mesure précisément la position, l'orientation et l'accélération des masses d'épreuves. Le satellite qui les abrite a été conçu pour suivre ces objets avec une précision extrême et éliminer toute perturbation. Grâce à lui, les masses d'épreuves sont dans des conditions de chute libre jamais égalées. La mission est un véritable succès. L'élimination des signaux parasites a largement dépassé les espérances des scientifiques. La future mission ELISA est prévue pour 2034. Cet observatoire d'ondes gravitationnelles sera positionné dans l'espace. L'ESA prévoit de construire 3 sondes identiques, une configuration similaire à celle de LISA Pathfinder. Ces 3 instruments orbiteront autour du Soleil en formation triangulaire, à d'immenses distances les unes des autres. La sonde principale renfermera un laser dont la lumière sera reflétée par les 2 autres. Puisque, comme LISA Pathfinder, les 3 sondes seront à l'abri de toute perturbation externe, elles pourront étudier les ondes gravitationnelles en mesurant précisément la distance qui les sépare. Elles formeront un immense triangle de lumière entre le Soleil et la Terre. Les 2 détecteurs LIGO ont des bras d'une longueur de 4 km et ceux du Virgo sont de 3 km. Dans l'espace, on n'est pas limité de cette façon. Dans le cas de ELISA, les sondes formeront un triangle équilatéral de 2,5 millions de kilomètres de côté. On passe à une toute autre échelle et cela permettra de détecter aussi des fréquences bien plus basses. Il est difficile de se représenter la taille d'ELISA. Un faisceau laser mettra 8 secondes et demie pour parcourir les 2,5 millions de kilomètres séparant les 2 engins. Les 2 faisceaux laser seront reflétés en direction de la sonde principale. Chaque fois qu'on y réfléchit,
On se dit que si c'est possible, pourquoi il y a encore autant de problèmes techniques? Pourquoi il y a des zones blanches dans le réseau de téléphonie mobile, si on peut réaliser ça? C'est bluffant. La recherche sur les ondes gravitationnelles depuis l'espace est une étape majeure dans la compréhension de l'univers. Les scientifiques espèrent que l'observatoire détectera bien d'autres événements afin de mieux les comprendre et les classifier. Les chercheurs travaillent aussi sur de nouveaux types de détecteurs d'ondes gravitationnelles terrestres. On prévoit de construire une nouvelle infrastructure pour accueillir la 3e génération de détecteurs. Elle sera entièrement construite à 200 mètres sous terre afin d'éliminer les perturbations existant à la surface. Et grâce à la sensibilité accrue de cette 3e génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles, on devrait pouvoir observer d'autres événements cosmiques et réaliser des avancées dans d'autres domaines de la recherche scientifique. Le télescope européen Einstein sera un immense détecteur souterrain. Cet observatoire d'ondes gravitationnelles de 3e génération possédera des bras de 10 km disposés en triangle. Grâce à l'effet de suppression de bruit sous terre, les scientifiques pensent multiplier la sensibilité par 10. Cet immense laboratoire sera installé à environ 300 mètres sous terre. Cependant, sa position exacte n'a pas encore été déterminée. En prévision de ce projet, il faudra d'abord construire le E.T. Pathfinder. Ce sera un prototype à taille réduite du télescope Einstein. Ce mini-détecteur est en cours de développement à l'université de Maastricht et sera doté de bras de seulement 20 mètres de long. C'est insuffisant pour détecter des ondes gravitationnelles, mais à ce stade, ce n'est pas le but recherché. L'installation d'essais de Maastricht permettra de développer et de tester différentes technologies destinées à équiper l'observatoire final. Le télescope Einstein devrait être capable de détecter des ondes gravitationnelles d'événements beaucoup plus lointains que ceux observés jusqu'ici. Cela nous fournira de nouvelles perspectives sur l'évolution de l'univers. L'astronomie des ondes gravitationnelles est en plein développement. La recherche d'ondes gravitationnelles était une sorte d'activité de niche avant que leur existence soit détectée et confirmée. Mais aujourd'hui, elle est en train de prendre une toute autre dimension. Les astronomes espèrent que la recherche sur les ondes gravitationnelles leur permettra de remonter dans le passé aussi loin que le Big Bang. Ça serait fantastique, 14 milliards d'années plus tard, de réussir à détecter des ondes gravitationnelles émises par le Big Bang. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque onde gravitationnelle peut être vue comme une particule, de la même manière que les ondes lumineuses peuvent être vues comme des photons. Et les photons peuvent être déviés par des miroirs, par exemple. Il serait donc possible que les gravitons soient déviés par des singularités, comme des trous noirs. Et nous devrions aussi être capables de les détecter. Quoi qu'il en soit, le point principal, c'est que plus la sensibilité de ces détecteurs sera importante, plus on pourra remonter loin dans le passé et en apprendre davantage sur l'univers. Pour cela, on dispose d'un tout nouvel instrument de détection. La gravitation. Elle détermine la géométrie de l'espace-temps. Même si elle est la plus faible des 4 forces fondamentales de la nature à petite échelle, à des distances cosmiques, elle domine l'univers. C'est une force mystérieuse qui gouverne tout, depuis le Big Bang, le début de l'espace-temps, jusqu'à notre propre existence. La compréhension de la gravitation sera la clé de l'univers.